Bien, nous avons évoqué sur ces 2 dernières semaines au niveau des 2 chapitres que nous avons étudiés, donc l'agriculture biologique, l'agriculture industrielle. Donc on ne saurait aborder évidemment l'agriculture bio sans évoquer la question des pesticides, messieurs, dames. C'est pourquoi j'attends de vous pour la semaine prochaine un exposé sur les pesticides. Donc évidemment le pourquoi, le comment, quelques définitions particulièrement précises sur la question et évidemment un historique en bonne et due forme sur ce domaine précis. C'est bien cet exposé sur les pesticides. Mieux de le faire sur internet ou pour le faire sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça serait cool. Et si on allait voir un agriculteur? On pourrait aller à la chambre d'agriculture, par exemple. On pourrait aller à Cacao aussi. Ouais. Bon, Ouais, allez, c'est très bien. on se retrouve mercredi sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du plan Éco-Phyto, s'il vous plaît? Oui, alors le plan Éco-Phyto, c'est une volonté de réduire l'utilisation des produits phyto, appliquer des normes de manière à ce que les agriculteurs aient de bonnes pratiques en matière d'utilisation de ces produits-là, et à terme d'essayer de réduire de manière drastique l'utilisation de ces produits. Un truc pour aider les agriculteurs et pour réduire tout ce qui est consommation de produits phyto, tout ce qui est pesticides, engrais chimiques et tout. Enseigner que c'est une loi qui a été votée pour limiter le taux de pesticides que les agriculteurs ils utilisent. Comment sensibiliser les jeunes au développement durable? Alors, il y a de nombreuses méthodes pour sensibiliser les jeunes au développement durable. Si on revient aux pratiques agricoles, généralement ce qui est proposé, c'est déjà d'aller voir ce que font les agriculteurs en comparant différents systèmes. Des personnes qui vont être plus dans un système, des pratiques conventionnelles, et d'autres qui vont être dans des systèmes, je dirais, biologiques, agriculture biologique. Et c'est en comparant ces systèmes qu'on va montrer aux jeunes comment améliorer leurs pratiques. Comment vous luttez contre les ravageurs des cultures sans utiliser de pesticides? Au niveau des herbes, là c'est très simple, je ne sais pas si on le regardera tout à l'heure plus tard, là, mais une graine d'herbe, enfin une graine d'une plante d'ailleurs en général, lorsqu'elle germe, c'est qu'elle a trouvé toutes les conditions de réussite, c'est-à-dire de l'eau, bon ici c'est pas un souci, et de la lumière. Donc la lumière, ça on l'a tous les jours, sauf que si je couvre le sol avec du broyat de bois, je crée une couche sombre dans laquelle la lumière ne passe pas à travers. Et du coup, les graines, elles n'ont pas assez de contact avec la luminosité. Et comme il leur manque un élément, elles ne germent pas. Et du coup, je me retrouve pratiquement sans problème de gestion d'herbe. Et s'il y a quelques herbes qui traînent à droite à gauche, je les enlève à la main. Après, quand j'en ai trop, que je me fais un peu envahir en saison des pluies, j'utilise un brûleur thermique à gaz. Et donc, ça me brûle les herbes. Alors, on pratique un désherbage mécanique, c'est-à-dire soit à la motobineuse, sur les plus petites surfaces et sur les plus grandes surfaces avec le tracteur, un petit coup de charrue et puis derrière une fraise et puis on monte les billons et on plante. D'accord. Voilà. Et après pour l'entretien? C'est pareil, pour l'entretien en fonction des surfaces, on met des copeaux de bois sur les planches. Il y a aussi du binage. Quelles difficultés éprouvez-vous avec vos plantations? Les difficultés, elles sont, d'une part, c'est certain, elles sont plus importantes qu'ailleurs, mais on va dire que je suis soumis à des mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire il y a beaucoup de ravageurs. Donc ça, c'est quand même un gros poste important qui me pénalise énormément puisque ça me réduit les rendements. Après, j'ai les sols, ils sont de mauvaise qualité, mais comme tous, je m'acharne à les, à les rendre meilleurs. Donc ça, c'est un certain budget et puis ça prend beaucoup de temps.
On sait que les cucurbitacées, les solanacées les feuilles ne supportent pas l'eau. Donc vous allez avoir des flétrissements des feuilles, donc beaucoup de pertes. Ça peut expliquer aussi les prix élevés sur le marché lors de la vente des produits. Donc oui, on va être confronté à pas mal de problèmes par rapport à l'eau, par rapport à la pluie. Et puis vous avez aussi des problèmes de microbes. Vous avez les problèmes d'insectes ravageurs, les nématodes dans le sol. Donc pour éviter d'avoir trop souvent les mêmes ravageurs aux mêmes endroits, il faut faire des rotations de culture. Les insectes, j'ai des moyens très très simples. C'est soit le parasite naturel quand il est possible de le trouver et de l'acheter à la rigueur. Je prends un exemple, les champignons sur les mouches blanches, là, des tomates. Après, sinon, on peut utiliser des stratégies simples, ce que je fais assez souvent, c'est-à-dire de l'alcool à brûler, du savon noir. On peut utiliser pour les maladies, j'utilise de l'oxygéné tout court, donc c'est assez simple d'emploi. On peut utiliser du soufre, du cuivre. On a une bonne gamme quand même. Le principal surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on ne connaît pas le problème qu'on rencontre, on ne pourra pas le solutionner. On repère le fruit. Là, j'ai fait faire des filets avec des cordes de serrage exprès par une couturière. Donc là, on met le fruit à l'intérieur. Voilà. Donc on fait passer le branchage un peu. Et là, on fait un coulisse directement et on fait une simple boucle. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est terminé. Donc du coup, le fruit va pouvoir grossir à l'intérieur. Les mouches ne pourront pas rentrer parce que c'est trop petit, la maille est trop fine. Et là, bien entendu, le papillon leucosère qui lui est beaucoup plus gros, on n'a aucune chance de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Donc moi j'ai fait très récemment la formation, puisque en tant qu'agriculteur et ancien utilisateur de produits phyto, donc j'ai fait cette formation. Et en fait je l'ai faite parce que il y a la MSA qui a mis en place toute une publicité là-dessus, donc moi je l'ai faite au lycée agricole, mais en réalité moi je n'utilise pas de produits phyto. Voilà, donc c'est une volonté depuis un an, on a décidé que maintenant on n'utilise plus de produits. Et donc, et pareil, au niveau de l'alimentation, au niveau du nettoyage des poulaillers, c'est pareil, comme on est sur du plein air, on gratte, on essaie d'avoir la démarche un petit morceau. Donc on a d'autres cultures, d'autres plantes qui vont permettre de faire une couverture végétale, qui ne vont pas laisser les autres plantes pousser, par exemple. Comme au lycée, on nous a appris à utiliser des arachiches pinteuil pour éviter les mauvaises herbes, pour faire un pâturage. Et puis on a aussi utilisé, on utilise aussi nos mains pour faire du désherbage. Existe-t-il des variétés plus résistantes les unes que les autres? Alors effectivement, c'est vrai, il y en a certaines donc, qui sont déjà découvertes, mais pour la Guyane en tout cas très peu. Donc l'avenir peut se jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un gros travail de recherche à faire. Alors, ce n'est pas le rôle particulièrement de l'agriculteur, ça normalement. Alors, ça peut être compliqué, notamment parce qu'en Guyane, on a souvent encouragé les producteurs, les éleveurs à traiter systématiquement. Et du coup, il y a l'apparition de résistance, mais ça c'est au niveau mondial en fait, puisque c'est les mêmes molécules qu'on injecte à chaque fois sur les animaux. Et donc ça peut être difficile parce que, un, il y a le phénomène de résistance, mais deux, parce qu'il faut former les agriculteurs à les encourager à faire ces nouvelles pratiques. Durant ces formations, une sensibilisation importante a été faite au niveau des élèves, sur des lycéens, sur justement comment avoir des pratiques durables qui permettent de produire, mais également de protéger l'environnement. Quel conseil pourrais-tu donner aux agriculteurs? Je peux donner comme conseil aux agriculteurs d'éviter d'utiliser du pesticide. Donc, tout d'abord, les agriculteurs, il faudrait qu'ils fassent plus attention, éviter l'épandage de produits phyto et de faire comme j'ai dit, avec des plantes et des insectes. Alors déjà, l'agriculture, c'est un métier fabuleux et de plus en plus, les consommateurs sont très sensibilisés à tout ce qui est qualité et bien-être des animaux. Donc du coup, je les encouragerais vraiment à raisonner et à réfléchir à toutes les décisions qu'ils vont prendre sur leur exploitation.
Madame, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Quelles sont vos habitudes d'achat et de nourriture? Ben, en fait, j'aime bien acheter des produits biologiques, donc je suis sûre qu'il n'y a pas de choses chimiques qui ont été déposées dessus au moment de la culture. C'est pour ça que je viens ici, en fait. Parce qu'il y a des marchands qui vendent des légumes et des fruits voilà, sans pesticides, sans produits. Quels sont vos rapports avec la clientèle? J'espère avoir les meilleurs rapports qui existent entre un client et un fournisseur, bien entendu. Mais sinon, je pense que mes clients, si je peux analyser un peu ça comme ça, c'est des gens qui attachent de l'importance à leur santé. Donc, je pense que c'est quand même ça la règle numéro 1. Après, je suis convaincu quand même d'avoir des produits de qualité qui sont au niveau culinaire et gustatif, qui sont quand même confortables. Après, bon, j'essaie d'avoir une tarification qui m'intéresse moi aussi, bien entendu, mais qui les intéresse eux particulièrement. Je sais pas, je pense qu'on a un bon accord parfait. Bonjour, que savez-vous de la qualité des produits que vous vendez au marché? Bonjour. Mes produits sont de qualité, sont de très bonne qualité, parce que donc j'ai des citrons qui proviennent localement, des piments, de l'ail c'est importé. Pensez-vous que les agriculteurs utilisent les pesticides et autres produits en respectant les normes? Je suis consciente que les agriculteurs utilisent donc des produits phytosanitaires comme autre part dans le monde. Après, il faut aussi regarder au niveau du climat, étant donné qu'on a un climat assez spécial qui favorise énormément donc, le développement des insectes et qui provoque aussi beaucoup de maladies. Donc c'est tout à fait normal que les agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires. Bonjour, que savez-vous de la qualité des produits que vous achetez au marché? Je sais qu'il y a des pesticides qui sont utilisés dessus, donc ça va vraiment dépendre de... Je vais me renseigner sur la qualité du produit avant de l'acheter, surtout au marché. Et ça va dépendre du prix aussi. Ça dépend du prix. Pensez-vous que ces fruits et légumes sont bons pour votre santé et celle de votre famille? Alors oui, tout à fait. Il est beaucoup plus sain et meilleur de venir chercher ces légumes et fruits au marché, comme ici à Cacao, plutôt que le surgelé. Ça, pour moi, c'est indéniable. Pensez-vous que les agriculteurs utilisent les pesticides et autres produits en respectant les normes? Alors, respect des normes. Pour ici, moi, je ne sais pas. J'ai entendu parler du Suriname, tous les pesticides qui viennent de là-bas. Achèteriez-vous des légumes qui soient nocifs à votre santé? Non. Non, mais la plupart du temps, on ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément au niveau des informations, de la quantité des produits, de la marque des produits qui sont utilisés, ce qui est vraiment fait. La plupart des gens qui vont au marché ne savent pas s'il y a des pesticides utilisés ou pas et à quel degré. Donc. Du coup, c'est à notre insu, puisque bien sûr, on ne veut pas acheter ce qui peut passer sous les pesticides. Est-ce que vous achèteriez des produits bio, parfois, toujours ou jamais? Parfois. Quand l'occasion se présente, quelques produits, surtout pour ma conscience en termes de gâteau en fait. Dépend du budget aussi parfois. Moi, ce sera plus tout ce qui est sans lactose en fait, tout ce qui est lait de soja, lait d'amande et tout ça. Êtes-vous prêt à payer des produits plus chers s'ils sont meilleurs pour votre santé? Là encore, ça dépend du budget qu'on peut avoir. Là, ça dépend. Une partie des produits. Parce que si on dit la totalité, le budget, le portefeuille ne suit pas. Voilà. Ceux qui ne sont pas forcément bio sont déjà très chers. Donc quand on est à 10 € le kilo de salade, c'est un peu juste quoi. Mais oui, sinon, de temps en temps, quand on peut. On peut avoir quelques petits caprices, quelques gourmandises. Quel message aimeriez-vous adresser à des producteurs qui ne respectent pas les normes de qualité dans leur usage des produits phyto? Quel message? Qu'on aimerait avoir amplement confiance dans ce qu'on achète et dans ce qu'on consomme. C'est-à-dire... Et plus d'informations et ce serait bien de savoir s'il y a quelle quantité de pesticides utilisés, comment c'est... Vraiment rentrer dans la communication sur ça en fait. Savoir ce qu'on consomme vraiment. Qui risque d'avoir des problèmes de santé?
Donc tout d'abord, l'agriculteur, car c'est lui qui épond les produits phyto. Et après, ça arrive dans la bouche du consommateur. La fierté, c'est de produire des produits de qualité, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est le but de... Ben écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai eu un contrôle avant que je remette en friche les zones, parce qu'on travaille sur des cycles de rotation. On a eu un contrôle du service en question, je vous dis. Ils sont venus visiter l'exploitation, ils ont prélevé des échantillons de concombres. D'accord. Et au retour, on a eu un résultat tout à fait intéressant, puisque aucun produit phyto n'a été décelé dans nos produits.